BFM Business, l'émission qui donne envie d'entreprendre, l'entreprise BFM avec les éco-entrepreneurs. Philippe Bloch et Arnaud Le Gall. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission qui, vous le savez, vous donne la pêche chaque week-end et envie d'entreprendre, même et surtout dans l'adversité, parce que ça arrive aussi. En tout cas, je suis ravi de vous accueillir à nouveau pour une nouvelle émission avec mon acolyte, Arnaud Le Gall. Bonjour Arnaud. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et tous. Avec lequel on accueille un grand entrepreneur d'une belle entreprise, Pierre Donnersberg, le président de Siaci Saint-Honoré. Et en deuxième partie de cette première demi-heure, Julien Mousseau, directeur général de Tracteur. Ce sera notre niaque de la semaine, mais tout de suite, notre invité. BFM Business, l'entreprise BFM. L'invité. Et je le disais Arnaud, on accueille Pierre Donnersberg, le président de Siaci Saint-Honoré, une bien belle pépite française qui est plus qu'une pépite, une bien belle ETI. Effectivement, notre invité a en fait une vie d'assurance derrière lui, puisque ça fait plusieurs décennies, je vous laisserai préciser combien, cher Pierre, qu'il travaille dans ce domaine, et il va nous apporter une nouvelle preuve du fait qu'il est possible d'avoir un parcours d'entrepreneur et parfois même d'intrapreneur dans un domaine que l'on pense a priori peut-être verrouillé par les mastodontes de la finance. Alors notre invité a d'abord été salarié à la Sequanaise, les AGF, puis la compagnie Winterthur, puis à la fin des années 1980, il faut le préciser, c'est la grande transition. Il décide de prendre les commandes de son projet. Et donc en 1988, il crée la société Courtage Saint-Honoré en partenariat et au sein, c'est un peu subtil, il va nous l'expliquer tout à l'heure, de la compagnie financière Edmond de Rothschild. Alors il va au fil des ans la développer, la rebaptiser Assurance et Conseil Saint-Honoré, puis se rapprocher du courrier Siaci pour bâtir donc Siaci Saint-Honoré. Il va nous raconter comment on trace ainsi son chemin, tout en composant avec la présence et puis les allées et venues d'actionnaires donc comme la compagnie financière ou encore Ardian plus récemment, et comment on se retrouve aujourd'hui à la tête de ce qui est tout de même le 4e groupe de courtage en France, avec plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016 et je crois de plus en plus d'ambition à l'international. Merci Arnaud, bonjour Pierre Donnersberg. Bonjour à vous, merci de me recevoir. C'est un bonheur, surtout quand les entrepreneurs sont d'anciens salariés. On est encore plus content de voir à quel moment se passe le passage dans la tête du salarié devenu entrepreneur. Alors Arnaud évoquait l'année 80, c'est 88. Ce tournant, qu'est-ce qui motive ce tournant ? Eh ben, c'est une coïncidence. Allez-y. En réalité, la compagnie financière Edmond de Rothschild Bank donc, voulait avoir une compétence en assurance vie, bons de capi, tout ce qui était à l'époque nécessaire pour gérer la clientèle privée. C'était un des axes de développement du groupe à l'époque. Et Bernard Eisenberg cherchait à recruter et à créer une structure dédiée à cette assurance vie. Donc, moi, j'étais inspecteur à la Winterthur, très heureux de... Voilà, dans l'assurance, tranquille. Parfait. J'allais dire tranquille, je ne sais pas, mais en tout cas... Et puis, l'opportunité, le contact avec Bernard a fait que j'ai accepté ce challenge. Et donc, on a créé le 2 janvier 88, Courtage Saint-Honoré, structure dédiée à répondre aux problématiques assurance de la banque. J'ai interrompu Arnaud qui voulait vous interroger, mais une question me brûle les lèvres. Qu'est-ce que Bernard Eisenberg avait vu en vous, à votre avis, à l'époque, dans le jeune inspecteur que vous étiez, comme l'entrepreneur qui a fait Siaci Saint-Honoré ? Il faut lui demander. Non, mais à votre avis, avec du recul, qu'est-ce qui a fait qu'il s'est dit, ce gars-là, il a la fibre entrepreneuriale ? Je ne sais pas vous répondre. Vous savez pas ? Honnêtement. On lui demandera. Alors, on lui demandera. Il faut lui demander. Arnaud. Alors peut-être un autre élément, ce sera moins personnel, donc cette fois-ci vous pourrez nous répondre plus précisément. La compagnie financière Edmond de Rothschild, c'est aussi une banque qui a un ADN entrepreneurial, on peut le constater. On les a accompagnés ces dernières années autour du prix de l'entrepreneur de l'année, on a pu le constater très régulièrement. Ça a joué dans votre décision et dans la réussite qu'a été cette opération ? Oui, en plus il y avait une image absolument exceptionnelle, un groupe prestigieux, une histoire incroyable, intemporelle, et je me suis dit, c'est le moment ou jamais. J'avais 40 ans pile. Voilà, j'avais eu 40 ans le 17 août 87 et j'ai commencé le 2 janvier 88, donc il y a 30 ans. Alors racontez-nous ces premiers mois, est-ce que ça marche bien tout de suite ? Ça marche plutôt bien tout de suite, parce que ce n'était pas évident d'amortir le premier compte de résultat, et j'ai réussi à le faire. Donc ça marche toujours tout de suite assez bien. J'ai la DCP qui est à ma disposition pour essayer de promouvoir l'assurance au sein de la banque. La DCP, pour ceux qui ne sont pas aussi avertis que vous. Direction de la clientèle privée. D'accord. Okay. Voilà, donc ça démarre très bien. Et puis, coïncidence incroyable, au mois de juin de l'année, je rencontre un groupe assez prestigieux pour essayer de vendre mes produits, évidemment, qui est le groupe Pelège.
Et de fil en aiguille, on arrive à s'associer ensemble pour créer Assurance Saint-Honoré, qui est la première marque, avec un actionnariat 50 le groupe Pelège et 50 le groupe de la compagnie financière, et pour faire toutes les opérations possibles et imaginables en assurance, parce que dans la première structure, on faisait que de l'assurance vie. Alors, on le voit, une des singularités de votre parcours, c'est que vous avez des actionnaires, voilà, qui sont des institutions financières. Encore une fois, la compagnie, on pourra évoquer tout à l'heure Ardian, et vous semblez garder, malgré le poids de ces actionnaires, toujours beaucoup d'autonomie, beaucoup de capacité comme ça de... Et si je peux me permettre, une culture entrepreneuriale, parce Voilà. que je vous connais un peu et je sais que c'est le cas. Et de rester maître de votre destin, malgré la présence d'actionnaires qui ont une certaine manière de voir le monde. Si... Écoutez, c'est pas leur métier quelque part. Oui, mais ils n'ont pas Donc toujours... s'ils font confiance et que les résultats sont là, ils laissent la bride sur le cou pour essayer de continuer le développement. Et c'est ce qui s'est passé. Les résultats ont été là. Toujours, il n'y a pas eu dans tout ce parcours de moments de heurtés, de moments compliqués. On a eu une petite difficulté un jour sur une croissance externe à Lyon, où on est tombé sur un cabinet où ça n'a vraiment pas marché. On est tombé, entre guillemets, sur un escroc. C'est des choses qui arrivent. Il y en a. Je m'occupe d'entrepreneuriat depuis trop longtemps pour croire que c'est simplement la magie des résultats. Je pense que vous avez peut-être su aussi vous adresser à eux, avoir une gestion proactive de vos échanges avec vos actionnaires pour que justement la confiance soit sans cesse régénérée et qu'elle puisse nourrir cette autonomie. La confiance est la base avec l'actionnaire pour permettre le développement, puisque le développement du groupe, c'est axé sur deux choses. La croissance interne, évidemment, parce que si on ne trouve pas des clients, ça ne sert strictement à rien. Et si on ne prouve pas qu'on peut développer le groupe, ça ne sert à rien. Et la croissance externe bien choisie, qui a permis d'asseoir le groupe dans le développement. La croissance interne tout seul, ce n'est pas possible. Il faut mélanger les deux. Et je pense qu'on a réussi au fur et à mesure à trouver les bonnes pépites, à mélanger les deux et à faire que ce groupe a pu se développer au fur et à mesure des années. Combien d'opérations, Pierre Donnersberg, de croissance externe depuis 88, depuis la création? Vous en avez... Je suis incapable de... Pas de souvenirs, donc beaucoup. Beaucoup. La première, c'était la croissance d'un cabinet qui s'appelait Bouvier. Au début, on créait des Bouviers Saint-Honoré. Après, on rajoutait le nom Saint-Honoré pour donner l'appartenance plutôt que l'importance. Marc Ombrel, on donnait la marque. Et ce cabinet avait une spécialité. Il était orienté sur le nucléaire français. Ouais. Et au fur et à mesure, je voyais les grands cabinets anglo-saxons prendre les cabinets de courtage français les uns derrière les autres. Je me suis dit, c'est la seule niche sur laquelle je pense qu'on peut garder nos clients. On ne risque pas de se faire attaquer. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'on est toujours les courtiers d'Areva, les courtiers du CEA, depuis la nuit des temps. Alors, vous parlez de croissance, mais la croissance, elle continue, puisque je crois que vous avez fait, depuis l'arrivée d'Ardian, qui est assez récente, près de 30% de croissance, me disiez-vous. Alors, à quoi servait justement cette, puisqu'on va faire un raccourci aujourd'hui vers notre époque actuelle, à moins qu'Arnaud, vous ayez également un Oui, non, mais c'était également autour d'Ardian. Comment est-ce qu'on gère effectivement l'arrivée d'un actionnaire comme celui-ci? Mais les deux questions sont liées. Voilà, donc comment ça s'est passé, pourquoi et pourquoi faire ensemble? Alors, à un moment, il y avait un redéploiement du capital qui devait s'organiser. On avait un tour de table un peu hétéroclite avec le groupe de Benjamin de Rothschild et d'Ariane à hauteur de 50%. C'est lourd. On ça pèse. avait, oui, ça pèse. C'était eux qui étaient les actionnaires de référence, plutôt les propriétaires de l'entreprise. Ensuite, on avait dans ce même tour de table David de Rothschild avec sa holding de tête à hauteur de 10, je pense. On avait des Anglais avec Jardine Lloyd Thompson à hauteur de 26 et les salariés pour le reste du capital. Donc il y avait un redéploiement du capital qui devait s'opérer. Et à ce moment-là, qui a été un peu difficile parce qu'on a eu quelques difficultés avec nos amis de Jardine qui voulaient prendre un peu le contrôle du groupe et ça nous ennuyait un peu. Parce que la consolidation continue dans le secteur, voilà. On ne rate pas des opportunités. Voilà, donc ça a été un peu compliqué et donc on a réussi à redévelopper le capital autour d'un fonds. La branche de Benjamin de Rothschild et d'Ariane qui sont restés à hauteur de 20%.
Les salariés qui sont montés à 30%, ce qui est très très important dans un groupe de courtage. C'est rare ou c'est la... Je me posais la question en vous écoutant. Je pense qu'on est les seuls. Dans cette D'accord. proportion. Ou alors proportion. ce sont Des indépendants. des affaires familiales. D'accord, beaucoup plus petite, mais Beaucoup plus petites, patrimoniale mais et de familiale. notre niveau. Oui. Aujourd'hui, dans le classement, on a Gras et Savoie. Mhm. April, c'est autre chose. C'est un autre modèle. Hein. Oui. C'est autre chose. Et c'est la propriété de M. Rousset. C'est une autre histoire. Mais sur nos métiers, sur nos marchés à nous, on a Willis, on a Marche, on a Verspiren, Bien sûr, qui est une famille, exactement. Oui. et on a Siassi, et ensuite Aon. Donc voilà le monde du courtage d'assurance en France aujourd'hui par importance. Et le lien avec la croissance, finalement, l'arrivée d'Ardian et cette croissance accélérée, 30%, c'est beaucoup sur une période Parce récente. qu'on a pu se permettre, avec aussi la confiance, parce que dans les 2 dernières années, quand les actionnaires voulaient changer, ça a bloqué toutes les croissances externes. On a redonné un élan à la croissance externe. La croissance interne, Ardian nous a fait bénéficier de ses connaissances, de ses relais auprès de ces entreprises dans lesquelles ils étaient propriétaires, évidemment. Donc il y a eu un développement à la fois d'externe et d'interne qui a fait cette croissance soutenue au cours de ces 2 dernières années. Les enjeux qu'une maison comme la vôtre doit relever aujourd'hui sont liés à quoi? À l'évolution des canaux de distribution, à l'évolution de la demande, à l'évolution du paysage du risque? Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour continuer à exister, nos enjeux, c'est le développement international du groupe. C'est ce sur quoi vous mettez l'accent, effectivement, Exactement. aujourd'hui. Si on veut exister, et c'est notre challenge, c'est devenir le premier courtier européen, de langue française, mais européen, et de taille mondiale. Accessible? À quelle Je échéance? pense. À quelle Si échéance? je- Vous avez une vision, un projet, j'imagine, partagé avec vos équipes? Il faut laisser faire ça. Il faut laisser, c'est intuitivement. allez. Voilà, on Non, y mais il va. est toujours dans l'understatement, Pierre On y Donnerberg. va, on essaye. On essaye de saisir les opportunités. On s'est associé il y a quelques mois avec un groupe qui s'appelle Oléa sur toute l'Afrique. Ils ont une stratégie de développement sur toute l'Afrique. On a conforté nos opérations en Chine. On s'est développé à Singapour. On continue à se développer à travers le Par monde. partenariat ou par croissance externe, là, pour le coup? Par croissance externe. Aussi. Par croissance externe. Pierre Donnersberg, vous évoquez le challenge de l'international. Je suis surpris parce que ça fait partie quand même du quotidien des entrepreneurs aujourd'hui que vous n'évoquiez pas le digital comme un challenge. Est-ce que c'en est un? Comment est-ce que vous allez l'appréhender? Est-ce que c'est un levier pour vous? L'intelligence artificielle est un vrai challenge dans les années à venir pour nos métiers. Expliquez-nous. Évidemment. Qu'est-ce que ça va changer pour vous et pour nous assurer? Ça va un peu révolutionner la gestion au quotidien des programmes d'assurance. Vous savez, nous, on fait beaucoup d'assurance santé, donc de gestion au quotidien du complément de la sécurité sociale des salariés qui sont nos clients. Bien sûr. Et l'IA va changer quoi là-dessus? Le digital va révolutionner un peu l'ensemble de la chaîne. Comment ne pas être à de la production. ramasse des GAFA, de tous ceux qui également veulent venir sur vos marchés demain, ces nouvelles pépites, je ne sais pas si on parle d'assurance tech. Si on Pour parle l'instant, ils ne sont pas sur le marché de l'assurance. Non, mais ils veulent être partout. Est-ce qu'il y a une assurance tech? Est-ce qu'il y a Non, pas encore. Non. Il n'y a pas de start-up qui révolutionne l'assurance pour le moment, pas vraiment. C'était un peu le sujet d'angoisse d'AXA Oui. ou des grandes compagnies de se dire si demain Google se met à faire de l'assurance, peut-être que. Mais pour l'instant, je crois que c'est pas aujourd'hui. Et là, vous pourriez être une cible éventuellement. Et est-ce qu'il- On verra à ce moment-là ce qu'on fera. et y a-t-il Nous, on des- veut rester indépendant, c'est notre ADN. Comment est-ce qu'on a l'esprit entrepreneurial d'une entreprise comme la vôtre? Combien de salariés d'ailleurs aujourd'hui, Siassi Saint-Honoré? Aujourd'hui, 2400. Ça devient difficile à garder. Non. Non? Il y a des valeurs? Il y a quoi? Je pense, Comment on fait oui, Comment on c'est fait des valeurs. Hein. Les dépendances, l'entrepreneuriat, c'est vraiment les valeurs du groupe. Et je crois que les gens qui rentrent dans ce groupe et qui développent le groupe sont tous avec cet esprit entrepreneuriat. Vous les recrutez là-dessus? Je recrute. Je pense que dans nos métiers, je dois être le vrai DRH. Ah oui. Je ne veux pas enlever le travail de Serge Pinault, notre DRH, qu'on aime beaucoup, et il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais c'est vrai que, C'est le job numéro 1 du patron, ça? je pense, Ouais. dans les métiers de service, c'est le job numéro 1, De recruter les bons. de recruter les bons.
Arnaud? On voit que vous êtes un dirigeant d'entreprise un peu occupé quand même, avec tous ces projets, tous ces chantiers, Dans le monde entier. Et toutes ces réalisations, aujourd'hui effectivement de plus en plus à l'international. Mais je crois que vous gardez aussi du temps pour des engagements dans un domaine plus philanthropique, qui sont pas anodins, et qui sont structurants pour la personne, pour l'homme que vous êtes. Parlez-nous-en peut-être un petit peu avant la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous voulez évoquer là? Mais vous êtes à la tête de fondations Je suis à la Fondation Rothschild, je ne suis pas à la tête de fondation. Je Vous êtes travaille, très engagé en tout cas dans ce domaine-là. je travaille comme administrateur auprès de la fondation de Benjamin, la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild. Et je soutiens Bernard Eisenberg dans sa fondation sur l'épilepsie. J'ai eu le malheur d'avoir une fille qui a été épileptique pendant une certaine époque de sa vie et j'ai su ce que c'était. Donc, c'est normal d'essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. Pierre Donnersberg, il y a une question que moi j'avoue que j'aime bien poser aux salariés, ceux qui ont été longtemps salariés. Vous avez dit qu'à 40 ans, vous avez complètement basculé dans un autre monde. Qu'est-ce que ça a changé pour que tous ceux des salariés qui nous entendent, et forcément ils ne sont pas tous entrepreneurs qui écoutent cette émission, qui ont envie de faire le pas, qu'est-ce qui a été le plus fun, le plus difficile? Qu'est-ce qui a vraiment changé dans votre vie dès lors que vous vous êtes lancé dans l'aventure entrepreneuriale? Pas grand-chose, honnêtement. C'est vrai? Oui. J'ai du mal à vous croire. Non, mais quand j'étais inspecteur auprès du groupe Winterthur, je gérais ma petite équipe. Vous étiez un intrapreneur à l'époque. Voilà, exactement, Ouais. exactement. Et je gérais mon équipe. J'avais un prenez pas de réseau risque de distribution. Je travaillais avec mon réseau de distribution. J'ai toujours essayé d'être enthousiaste dans le boulot que je faisais. Mais Pierre, vous preniez pas de risque à l'époque? Si? Si, pas de risque parce sur que- vos finances, sur votre Bah, maison, sur votre Si, avenir? quand vous êtes inspecteur dans une compagnie d'assurance, vous êtes payé à la commission. Si vous ne faites pas de chiffre Ouais. d'affaires, vous n'avez plus rien. Risque minimal quand même, par rapport à celui de l'entrepreneur au quotidien. Oh, attendez. Oui, quand même. Donc quand peu même. de choses ont changé. Non mais c'est intéressant. Enfin, pour moi, ça a été une continuation normale des choses. Il n'y a rien dans ma tête qui a vraiment changé. Je pense que je devais être entrepreneur depuis le début. Bah, c'est ça, on va dire ça comme ça. Arnaud? Voilà. Alors, vous évoquiez effectivement votre développement à l'international, vous évoquiez le marché africain. C'est effectivement un univers où beaucoup de choses sont en train de bouger. Il y a une dimension technologique. On sait que tout ce qui va concerner l'univers de la banque va passer par le mobile. Est-ce que c'est aussi une dimension à laquelle vous êtes attentif? Ça passe par quoi? Quelles sont les lignes de force de votre développement là-bas? Alors, nous, notre développement, c'est d'abord essayer de trouver et d'acheter des cabinets sur place qui ont une certaine compétence technique et d'ensuite de les développer. Nous, par exemple, un des plus gros clients du cabinet, du groupe, c'est le groupe Bolloré. On suit le groupe Bolloré en Afrique. On veut lui donner encore plus de potentiel sur le fait de pouvoir l'aider dans son développement en Afrique. Et c'est un peu, par exemple, à partir de ça. C'est accompagner vos Voilà, clients entreprises là-bas. Au début, c'est accompagner nos clients entreprises. C'est un grand classique. Hein. La grand classique. La plupart des entrepreneurs qu'on va se développer à Voilà. l'international accompagnent au départ leurs clients. C'est le cas pour Singapour aussi ou des autres? Singapour, c'est de l'assurance expatriée, c'est de l'assurance santé, c'est totalement différent. Vous savez, dans le groupe, on a une marque très importante qui s'est développée énormément, qui s'appelle MSH, Mobility Saint-Honoré. MSH International, qui est une marque dédiée à l'assurance santé des expatriés. C'est comme ça qu'on a commencé en Chine, en accompagnant des entreprises françaises. Et au fur et à mesure, on a capté des clients comme Google, Microsoft, Yahoo, dans lesquels on est leur gestionnaire de frais de santé en Chine. Si vous restez en 15 secondes, un challenge personnel à réussir sur Ciacit Saint-Honoré, quel serait-il? Développement international. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Ah oui, franchement. Pour pouvoir être pérenne et rentrer dans la cour des grands. Merci Pierre Merci. Donnersberg. Je Merci rappelle à vous. que vous êtes le président, on peut dire presque fondateur de Ciacit Saint-Honoré. Et on accueille tout de suite la niaque de la semaine. BFM Business, l'entreprise BFM. La niaque de la semaine. Et la niaque de la semaine, c'est une niaque Mouv'J avec Julien Mousseau, directeur général de Tracteur, et bien sûr Bénédicte Sanson. Arnaud. Alors notre niaque de la semaine est à l'origine d'une plateforme de location dans le domaine du B2B, en l'occurrence c'est du BTP, puisqu'il s'agit de location d'engins de chantier entre professionnels. C'est déjà une première innovation. Alors c'est une entreprise lancée début 2016 sous votre contrôle, Julien, et que vous voulez maintenant déployer nationalement, en attendant même peut-être plus. C'est entre autres le sens d'une levée de fonds de 700 000 euros, je crois, que vous avez réalisé en juin dernier.
Et pour ce développement, nul doute que le mentorat lui sera utile. C'est justement ce qu'il trouve auprès du MoveJ, représenté par notre ami Bénédicte Sanson, la déléguée générale du mouvement. Bénédicte, en 2 mots pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Le mentorat, et notamment pour les jeunes entrepreneurs comme ceux-ci, ça consiste en quoi ? Donc le mentorat, ça consiste à avoir à ses côtés pendant une longue durée, d'au minimum 1 an, un entrepreneur expérimenté qui, par du questionnement et du partage d'expérience, va aider le jeune entrepreneur à construire sa vision et à se donner les moyens en fonction de ses propres ambitions. Donc construire l'entreprise qui lui convient. Et pour Julien, c'était particulièrement complexe puisque c'était innover dans le secteur du BTP via le digital. Donc pas simple. Bonjour Julien Mousseau. Bonjour, merci de me recevoir. C'est venu d'où cette idée ? Alors en fait, cette idée, elle est venue de mon associé, à la base, que j'ai rencontré dans une expérience précédente. Oui. En fait, dont Long possédait une grue mobile, qu'il Mhm. n'utilisait pas tout le temps, dans le cadre de son activité. Du coup, il avait décidé de développer une activité de location pour la mettre, pour générer des revenus supplémentaires et du coup mieux la rentabiliser, Oui. parce qu'il l'utilisait avec 30% du temps. Oui. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il a rencontré plein d'obstacles pour y arriver, c'est-à-dire qu'il ne maîtrisait pas toute la partie juridique sur le contrat de location, l'assurance, comment gérer les paiements, etc. Et par contre, que c'était quelque chose qui pouvait être très rentable, parce qu'il louait sa grue jusqu'à 700 € par jour avec un C'est opérateur. souvent le cas sur ce type de produit. Vous-même, vous faisiez quoi à l'époque ? Moi, à l'époque, en fait, mon associé, je l'ai rencontré en audit financier, Oui. après avoir fait des études d'ingénieur. Et Ouais. après, moi, j'étais allé faire un peu de conseil en web Oui. chez Solucom, qui s'appelle maintenant Wavestone. Donc vous venez-vous avec la solution à ces différents problèmes C'est vous moi, qui apportez tout ce que l'informatique permet de faire aujourd'hui, notamment C'est pour ça, moi, le business ? j'apportais plutôt la partie gestion de projet là-dessus, qui Ouais. nous a permis après de lancer justement le développement de la plateforme. Oui. On a une troisième associée qui s'appelle Laura Medji, qui, elle, gère vraiment tout le développement de la partie technique. Mhm. Moi, je m'occupe plutôt de la partie opérationnelle, et du coup, Idir, mon associé, s'occupe lui plutôt de l'acquisition client. Oui. Et à part avoir une grue, il a d'autres talents ? En fait, Apparemment. lui a fait le STP, Ouais. en gros, qui est justement l'école Il nationale connaît les travaux des publics. travaux publics. Exactement. Moi, j'ai fait les arts et métiers, donc pareil, on a quand même Donc, un une, réseau complémentaire. assez fort dans le BTP. Bien une sûr. culture technique, C'est ça, une des culture éléments de technique. culture tech, et puis Exactement. également l'habitude de travailler au service des entreprises. Parce que chez Solucom, vous avez appris ça. Quoi, C'est la ça, culture exactement, Du et service, même, du service B2B. Voilà, exactement, sur de la gestion de projet. Et du coup, moi, j'avais un proche de la famille qui est loueur d'engins de chantier. Et qui, du coup, pareil, a fait que l'idée a beaucoup résonné en moi quand il m'en a parlé, que j'avais envie de me lancer, de développer mon entreprise. Du coup, on a essayé de se lancer tous les deux. Ouais. Et on a vu que le marché était super intéressant. Alors justement, Julien Mousseau, 700 000 € qui tombent dans votre escarcelle grâce à cette levée de fonds. C'est assez récent. Vous C'est allez ça, en faire c'est tout quoi ? récent. Alors, c'est 700 000 € déjà qu'on a levé en fait auprès de Keral Aventure et BTP Capital Investissement, qui est le fonds d'investissement du BTP financé par les fédérations. Mhm. En fait, vous nous permettez... Ce qui est au passage une bonne reconnaissance. Hein. Exactement, en fait, justement, ça permet de montrer un peu à tout le monde que on fait partie de la famille du La BTP. crédibilité du Exactement, métier, oui. c'est ça. On n'est pas des gens complètement extérieurs qui veulent juste venir ubériser un secteur C'est ou autre, comme on important. entend beaucoup en ce moment. On trouve ça très important. Et du coup, en fait, ces 700 000 € vont nous permettre, d'une part, de continuer à développer toute la partie technique et améliorer notre produit. Ouais. Parce qu'on a tout un enjeu d'automatisation sur ce qu'on fait Ouais. pour augmenter notre niveau de service. Et également, après, de pouvoir se développer à l'échelle nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est présent en Ile-de-France. Et l'idée, c'est sur 2018 de pouvoir les se développer à l'échelle nationale. Qui sont les clients ? Qui sont quel type d'entreprise ? Quelle taille d'entreprise ? Ceux qui viennent en tant que locataires, donc clients qui viennent prendre du matériel en location chez eux, sont plutôt des entreprises de taille assez moyenne. Oui. Qui n'ont pas forcément tous les équipements. Exactement, qui n'ont pas de pas besoin permanent d'équipement. En fait. C'est ça, qui n'ont pas forcément besoin de permanent d'équipement et qui n'ont pas de contrat cadre très bien négocié Ouais, avec les loueurs professionnels classiques. bien sûr. Et En ceux fait- qui mettent à disposition des produits, comme le temps passe vite, je vous pose Ouais, plusieurs pas de questions en problème. rafale. En fait, de ce côté-là, on a plutôt soit des loueurs professionnels, Ouais. donc dont c'est déjà l'activité, soit des entreprises de travaux ou des négociants qui ont du parc qui dort et qui veulent le mettre en location à l'extérieur et développer une activité. Ça a démarré il y a combien de temps exactement ? Ça a démarré donc début 2016, nous on s'est lancé en mars 2016 et la plateforme est en ligne vraiment depuis octobre 2016. Au moment où il y a un certain nombre de chantiers qui redémarrent. Donc, Exactement, c'est très avec bien. le Grand Paris là où justement on a de belles opportunités qui... Donc déjà conquérir la France nationale Exactement. de manière très complète, et ensuite l'international. Vous pensez que est-ce que ce modèle existe ? Vous avez inventé quelque chose ou est-ce que Ce modèle existait déjà en fait, on s'en est rendu compte après. Mais Oui. de manière très très atomisée. non Ouais, il existe aujourd'hui aux États-Unis, Mm. donc là où il y a des gros acteurs, entre autres financés par Caterpillar ou autres, enfin même rachetés par Caterpillar récemment, D'accord. qui se sont lancés. On a quelques concurrents en Allemagne, et sinon après sur le reste de l'Europe, pour le moment il n'y a rien, et on compte bien y aller par la suite. C'est créateur de jobs ?
Ouais, Oui. énormément. Et qu'est-ce que vous attendez du MoveJ là? Je reviens vers Bénédicte, mais qu'est-ce que le mentorat va vous apporter en fait? Si on parle de mentorat, Ouais, justement, alors- qu'est-ce qui vous manque? En vous écoutant, on se dit, bon, les gars, ils ont tout compris. Non, Ils ont de pas bonne du tout, en énergie, fait. ils ont de l'argent, ils sont plutôt pas cons. Non, en Qu'est-ce fait, qui vous manque? Le mentorat, nous, du coup, ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec le MoveJ, donc ça fait depuis début 2017. Et en fait, du coup, ça apporte énormément de prise de recul. C'est vrai que nous, on a tendance à être toujours un peu tête baissée et à foncer, à vouloir y aller, etc. Et parfois, on oublie un peu. Un peu de calme et de maturité. Voilà, exactement. Et c'est là où, justement, Christophe Lefort, qui est notre mentor, nous permet de prendre beaucoup de recul sur les décisions importantes qu'on a à prendre. Et ça nous aide énormément. Merci Julien Mousseau. Merci vous à êtes vous. le cofondateur de Tracteur avec un CK comme tracking. C'est la fin de cette première partie d'émission. On marque une pause et juste après la pause, on réenchaîne avec Entreprise et Capital. Restez avec nous sur BFM Business. À tout de suite. BFM Business, l'entreprise BFM. L'émission qui donne envie d'entreprendre.